Le 19 octobre 2002, Marianne L'Histoire, 18 ans, disparaît subitement après s'être rendue à un entretien d'embauche. Son petit ami est avec elle au téléphone et elle lui dit qu'elle est contente parce qu'elle a un entretien pour un job. Et rien ne peut expliquer qu'elle ne donne plus signe de vie. Rapidement, une question se pose aux enquêteurs lillois. La disparition de la jeune femme peut-elle avoir un lien avec un meurtre commis quelques jours plus tôt? Le mode opératoire est très proche, donc il est tout à fait logique que les enquêteurs fassent le lien entre les deux affaires. La tentation, elle est évidente. C'est-à-dire on a un même auteur pour les deux. Alors là, effectivement, se poser la question, est-ce qu'on n'a pas face à nous un serial killer, comme on dit, hein? Nuit et jour, les policiers lillois vont travailler sans relâche, en multipliant les investigations. Le temps joue, déjà parce que dans tout ce qui est disparition inquiétante, on a quand même l'espoir de retrouver la personne. Donc on épluche toute sa vie. Alors là, la tension est à son comble, à la brigade criminelle. Pour élucider la disparition de Marianne L'Histoire, les enquêteurs vont se lancer dans une véritable course contre la montre. « 21 octobre 2002 au commissariat de Valenciennes. Il est 10h30 lorsqu'une mère de famille affolée vient signaler une disparition. Sa fille, Marianne L'Histoire, n'a pas donné signe de vie depuis 2 jours. Elle ne donne pas de nouvelles à sa famille. Le dernier à avoir un contact avec Marianne, c'est son petit ami, qu'il a au téléphone, à 12h52 très précisément. Il est avec elle au téléphone et elle lui dit qu'elle est contente parce qu'elle a un entretien pour un job. C'est en se rendant à cet entretien pour du babysitting que la jeune fille de 18 ans se serait volatilisée. Après ce rendez-vous, plus personne n'a de nouvelles d'elle. Pas même son petit ami. Lui, très légitimement, il était censé avoir des nouvelles de ce babysitting, de savoir comment ça s'était déroulé. Marianne avait promis à son petit copain de le rappeler à la fin de l'entretien, et plus le temps passe, et évidemment, plus son petit copain s'inquiète. Il s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles, tout simplement. Et donc, il va appeler, il va essayer de la joindre. Ses proches sont unanimes. Jamais cette étudiante brillante ne disparaîtrait ainsi, sans donner la moindre nouvelle. Marianne L'Histoire disparaît. Évidemment, quand on a 18 ans, on peut penser à une fugue, mais vraiment, le profil de Marianne n'est pas celui d'une fugueuse. En proie au désespoir, sa famille et ses amis la cherchent immédiatement. On la cherche partout, que ce soit du côté d'Arras où sa famille est, que du côté de Valenciennes où elle fait ses études. Son petit ami va à l'IUT d'ailleurs de Valenciennes et elle reste introuvable. Personne n'a vu Marianne. Personne depuis le 19 octobre. Où se trouve Marianne L'Histoire? Qu'est-il arrivé à cette étudiante de 18 ans? Le parquet ouvre une enquête judiciaire pour disparition inquiétante, parce que la disparition de Marianne est très inquiétante. L'ouverture de cette information judiciaire, elle va changer la donne, puisque c'est désormais la PJ de Lille qui va être à la manœuvre. Le temps presse cruellement. Les policiers le savent, le temps leur est compté, car les premières heures d'une enquête sont toujours décisives. Pour les policiers lillois, le compte à rebours vient de commencer. Mercredi 23 octobre 2002, jour 1, première heure d'enquête. Police judiciaire de Lille. Il est 9h quand les policiers lillois apprennent qu'ils sont désormais chargés d'enquêter sur la disparition de Marianne L'Histoire. La lieutenante Anne Priem prend tout de suite la mesure de l'urgence de la situation. Alors dans un premier temps, on laisse les collègues de sécurité publique travailler et le 23 octobre, on apprend qu'ils se dirigent plutôt vers une piste criminelle et qu'ils n'ont plus les moyens, comme les nôtres, d'assurer cette disparition inquiétante. La première urgence, c'est d'en savoir plus sur Marianne. La clé peut résider dans sa personnalité, ses fréquentations, son emploi du temps.
Marianne L'Histoire très solaire, toujours souriante, agréable, pas d'histoire, qui travaillait, qui rendait ses parents fiers. C'est une jeune fille lumineuse de 18 ans, métisse. On dirait une star un petit peu, avec sa longue chevelure, ses longues tresses. Elle est radieuse. Elle a grandi à Arras. Elle est partie d'Arras pour continuer ses études à Valenciennes, donc elle est étudiante à Valenciennes. Selon sa mère, le jour de sa disparition, Marianne venait de décrocher un entretien pour un emploi étudiant, suite à une petite annonce qu'elle avait diffusée dans un journal local. Elle se réjouissait de pouvoir justement aider sa mère financièrement un petit peu dans ses études à Valenciennes. Il faisait aussi du casting pour des photographies de mannequinat. Mais cette fois, c'est un petit boulot de babysitter que Marianne L'Histoire convoite. Et donc, elle appelle son petit ami, elle dit « J'ai un entretien, je suis très contente, je t'appelle juste après ». Et elle l'appellera jamais. Et son portable ne répond plus. Donc pour une jeune fille posée, globalement, on se dit que là, il y a tout de suite un problème. Du côté de la famille, c'est un peu l'affolement parce que Marianne n'a jamais eu de difficulté avec sa maman ou avec ses frères et sœurs et rien ne peut expliquer effectivement qu'elle ne donne plus signe de vie. D'emblée, les proches de Marianne mettent tout en œuvre pour récolter des informations. On a effectivement recherché la victime en utilisant une méthode qui est assez simple, à savoir sa photographie qui a pu être diffusée notamment chez les commerçants de Valenciennes. Et vraiment, ces photos d'elle et ce petit bout de papier qu'ils ont fait imprimer, je ne sais pas à combien d'exemplaires, étaient partout dans les rues, et pas seulement de Valenciennes et pas seulement d'Arras, mais des grandes villes. La photo de Marianne, cette photo d'une jeune fille magnifique, elle est belle, hein, et en plus qui a l'air d'une star comme ça sur ces photos, je pense que les gens n'étaient pas indifférents à cet avis de recherche. On a tout de suite fait une circulaire de recherche plus appuyée avec un appel à témoins, avec des affiches disant que cette jeune fille avait disparu suite à une proposition d'offre d'emploi. Où se trouve Marianne L'Histoire? Que lui est-il arrivé? Est-elle en danger? Jour 1, 3e heure d'enquête. Cela fait 4 jours que Marianne L'Histoire n'a donné aucun signe de vie à personne. Pour les enquêteurs lillois, il n'y a donc pas une minute à perdre. On va se transporter immédiatement au domicile de la jeune Marianne L'Histoire à Valenciennes. Dans l'appartement, ils en profitent pour se saisir de la brosse à cheveux, la brosse à dents de Marianne afin de prélever son ADN. Ils font aussi une perquisition poussée, mais il n'y a rien. Pas de traces de ses papiers, pas de traces de téléphone. Manifestement, elle les avait avec elle au moment de sa disparition. À partir de là, l'urgence, c'est d'entendre ses proches. Le petit ami de la jeune femme intéresse tout particulièrement les policiers. Dans un premier temps, on soupçonne toujours des familiers. Ce petit compagnon, il est entendu. Il nous déclare qu'à 13h, effectivement, il a eu un échange téléphonique avec Marianne L'Histoire qui lui a dit qu'elle se rendait pour un entretien d'embauche. Ce petit ami, effectivement, ils peuvent imaginer qu'il y a eu une rupture, un problème quelconque qui pourrait leur permettre de comprendre ce qui s'est passé. Tout le monde est un peu suspect parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, donc c'est pas que les policiers ils sont un peu tordus et à chaque fois c'est le mari ou le petit copain, mais pas du tout. C'est parce qu'on ne peut pas les écarter, on n'a pas de raison d'écarter le petit copain. Donc on va, je dis pas le suspecter, mais on va faire en sorte de s'assurer qu'il soit pas lié quand même à la disparition. Le jeune homme de 19 ans est convoqué au commissariat de Valenciennes. Alors il décrit une relation de couple très saine, il est manifestement très amoureux de Marianne. Et en plus, il a un alibi qui va permettre de l'innocenter formellement. Il peut prouver qu'il était avec d'autres personnes le jour de sa disparition. Le petit ami de Marianne L'Histoire ressort donc libre, sans qu'aucune charge ne pèse à son encontre. Au terme de quelques heures d'enquête, les policiers lillois n'ont aucun élément leur permettant de remonter jusqu'à la jeune femme. Le temps joue, déjà parce que dans tout ce qui est disparition inquiétante, on a quand même l'espoir de retrouver la personne. Donc on épluche toute sa vie, mais en fait sa vie elle est lisse, sa Marianne L'Histoire c'est une jeune fille sans problème, qui pose pas de problème, qui pose pas de problème à ses parents, qui travaille bien, qui a un compagnon depuis quand même déjà quelques temps, qui est fidèle. Anne Prieb ne le sait pas encore, mais l'enquête est sur le point de s'accélérer. Jour 1, 9e heure d'enquête.
Pour tenter d'obtenir des informations sur les circonstances de la disparition de l'étudiante, les policiers lillois vont tout miser sur son téléphone portable. L'objectif est de déterminer avec qui Marianne L'Histoire a été en contact avant de disparaître, mais aussi de savoir où elle se trouvait. En 2002, on est au début de la téléphonie, mais néanmoins, ici à la PJ, on avait des gens qui étaient chargés uniquement de la téléphonie à faire ce qu'on appelle des bornages. Ça consiste à exploiter surtout les fadettes, c'est-à-dire les numéros entrants, sortants. Le jour de sa disparition, à 13h, le dernier appel, le dernier échange téléphonique, c'est avec son compagnon de l'époque. Ils vont essayer de localiser le téléphone, mais aussi de voir quel autre téléphone ont pu borner à la même heure et au même endroit dans ce secteur-là, pour essayer d'avoir une piste. Et ce dernier appel borne au niveau de Marly. Alors Marly, c'est une commune située en fait en périphérie de Valenciennes. Les deux communes se touchent, elles appartiennent à la même communauté d'agglomération. L'étude de la téléphonie apporte une ultime information. Le téléphone de Marianne L'Histoire a été subitement coupé, peu de temps après sa dernière conversation téléphonique. Alors après, couper volontairement ou couper par faute de batterie, ça c'est pas possible de le dire. Mais néanmoins, oui, ça nous a fait une grande avancée parce qu'on avait une zone de recherche. Alors vaste, certes, mais on a un début de commencement de la disparition. Jeudi 24 octobre 2002, jour 2, 27e heure d'enquête. Alors que Marianne L'Histoire n'a donné aucun signe de vie depuis plus de 5 jours, l'urgence pour les enquêteurs est de préciser son emploi du temps dans les heures précédant sa disparition. En gros, il y a deux réponses que les enquêteurs veulent obtenir rapidement. Comment Marianne a-t-elle fait le trajet entre Valenciennes et Marly? Et surtout, avec qui avait-elle rendez-vous ce jour-là? Et donc, très vite, on a le témoignage d'un chauffeur de bus qui dit l'avoir reconnue. Elle ne savait pas où s'arrêter. Et d'après lui, elle avait un plan dans les mains qu'elle essayait de décrypter. Quand elle a raté, dans un premier temps, son arrêt de bus, elle va dire au chauffeur « je me suis perdue, c'est pas là ». Le chauffeur dit « ici, on est au terminus. Je dois faire demi-tour pour ramener mon bus au dépôt. Je vous redépose là où, selon vos indications, vous devez l'être ». C'est dans ce quartier de la commune de Marly que la jeune femme serait descendue du bus. Que lui est-il arrivé ensuite? Qui a-t-elle rencontré? Au même instant, d'autres témoignages parviennent aux enquêteurs. Des jeunes filles qui expliquent avoir eu des rendez-vous pour des petits boulots dans le même secteur géographique. La première, âgée de 16 ans, qui avait été sollicitée par un individu suite à une offre qu'elle avait mise dans un magasin Match en disant qu'il avait eu l'opportunité de travailler dans un de ses commerces. Il lui donne une adresse sur Marly. Donc cette jeune fille nous explique qu'elle va à cette adresse donnée à Marly, rue des Lilas. Arrivée là-bas, elle rencontre deux jeunes copines à elle qui lui disent « Écoute, c'est bizarre ce que tu nous racontes, c'est pas une zone du tout industrielle, c'est une zone d'habitation. On n'a jamais vu de commerce, écoute, on va t'accompagner. » Sur place, les trois jeunes filles se dirigent vers le lieu du rendez-vous. Arrivée sur les lieux, elle regarde à l'adresse précitée et elle nous dit « Je tombe sur un individu assez séduisant, beau parleur, qui me dit « Qu'est-ce que vous cherchez ici ?» Et elle lui dit « Je cherche l'appartement 72 afin de rencontrer une personne qui pourrait me recruter pour ses commerces. » Alors l'individu leur dit qu'effectivement, il connaît l'homme en question, qu'il le sait plutôt riche, qu'il a plusieurs commerces, mais qu'il est absent aujourd'hui. On a un deuxième témoin, 26 ans, qui fait des recherches d'emploi pour donner des cours de mathématiques. Elle-même aussi sollicitée par un homme. Elle va à un chemin près de Marly. Elle voit surgir un individu d'un bosquet qui va lui dire « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et ce jour-là, elle est accompagnée de son frère. On retrouve enfin une troisième fille qui vient nous dire « Moi, suite à une annonce à Match que j'avais déposée, j'ai été contactée pour une offre aussi d'emploi. Je suis allée dans le même chemin. » Elle nous dit alors que je suis tombée sur personne, en fait. Mais il y avait un agriculteur. Et je pense que le fait qu'il y ait un tracteur ce jour-là a empêché l'individu qui devait aller à sa rencontre de venir. Tout laisse à croire que ces trois jeunes filles avaient rendez-vous avec le même homme. Un homme qui, les voyant venir accompagner, ne se serait pas présenté à elles. Mais l'individu rencontré sur les lieux par deux de ces jeunes témoins retient toute l'attention d'Anne Priem.
Alors cet individu, il est décrit par les filles comme un jeune homme d'une trentaine d'années, bien sous tout rapport, assez beau même, maghrébin, qui parle extrêmement bien. Voilà, on a quand même une description qui est très très rapprochante. Il y a cette description physique et puis il y a l'adresse dont les enquêteurs sont maintenant en possession, rue des Lilas à Marly. C'est là où l'une des jeunes filles avait été invitée à se rendre, celle qui était avec ses copines et qui avait trouvé un individu un petit peu louche sur le pas de la porte. De rapides vérifications permettent d'apprendre qu'un homme déjà connu des services de police vivait dans cet appartement il y a encore peu de temps, Tahar Bourala. Tahar Bourala est un franco-algérien de 28 ans. Il vient de faire une formation de cariste. Il est connu des services de police parce qu'il a été condamné pour une agression sexuelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait partie du fichier des délinquants sexuels. Il a déjà abusé de femmes, donc son profil nous intéresse d'autant plus. Et on va travailler sur ce garçon. Il ressemble au portrait fait par les différents témoins et il a un lien avec l'adresse à laquelle l'une des jeunes filles s'est présentée. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Donc on met sous surveillance la ligne téléphonique de Bourala Tahar. Comme moi je dirige la BRI à l'époque, on va, à la demande de la brigade criminelle, on va effectuer des surveillances sur le domicile de Bourala Tahar. Cet homme est-il celui avec lequel Marianne L'Histoire avait rendez-vous? Est-ce auprès de lui qu'elle devait passer un entretien pour un emploi étudiant? Pour répondre à ces questions, la décision est prise d'aller l'interpeller à son domicile, situé à Marly, dès le lendemain matin. Jour 7, 142e heure d'enquête. Il est près de 6 h du matin, quand les policiers de la PJ de Lille s'apprêtent à interpeller Tahar Bourala à son domicile. Sauf que lorsqu'ils arrivent, Tahar Bourala n'est pas là. Il n'y a que sa compagne, une certaine Karine, qui a 25 ans. C'est notre témoin clé, puisque cette jeune fille me dit oui, je comprends bien les motifs, mais en fait, Tahar Bourala est parti en Algérie précipitamment. Il m'a dit que sa maman avait des gros problèmes de santé, qu'elle allait peut-être mourir et qu'il était urgent pour lui de partir. Ça arrive qu'un témoin clé fuit à l'étranger avant son interpellation. Maintenant, les enquêteurs savent que ça va sacrément leur compliquer la tâche. Ils ne vont pas pouvoir l'entendre. Le domicile du couple est perquisitionné, mais aucune trace d'un passage de Marianne L'Histoire n'y est décelée. Karine, la compagne de Tahar Bourala, est immédiatement placée en garde à vue et emmenée dans les locaux de la PJ de Lille. Alors, Karim dresse un portrait de son compagnon assez sombre. On voit l'homme séduisant, assez à l'aise et plein d'assurance d'un côté. D'un autre côté, elle dépeint un conjoint violent, autoritaire, qui lui fait faire des choses, notamment dans des clubs libertins dans lesquels il l'avait emmené. C'était un garçon qui flambait, qui faisait le flambeur. Il avait plusieurs prénoms, on l'appelait pas Tahar en fait. Il était connu sous le prénom de Karim ou parfois même David. Il avait une sorte de double vie, de triple vie, s'inventait des choses. Une fois il était grand restaurateur, le lendemain il avait plusieurs commerces, enfin voilà quoi. Karine revient ensuite sur le départ précipité de son compagnon pour l'Algérie. Déjà, ça nous a intrigué qu'il parte aussi précipitamment puisqu'il venait d'avoir une formation pour être cariste et c'était son 3e jour. Évidemment, le fait que sa maman soit souffrante au point qu'il est nécessaire qu'il aille en Algérie de toute urgence, on se rend compte qu'il est en train de s'inventer une histoire pour expliquer ce qui en fait n'est qu'une fuite. Et surtout, la jeune femme semble avoir des éléments concernant la disparition de Marianne L'Histoire. Ce qu'elle s'apprête à révéler pourrait bien bouleverser le cours des investigations. Quand on lui parle d'une disparition d'une jeune fille, on va lui montrer la photographie de Marianne L'Histoire, une jolie gamine de 18 ans, métissée, qui fait des belles photos de mannequinat parce qu'elle est très jolie. On voit qu'elle tique lors de l'audition sur cette photographie. Elle découvre à travers nos questions qui peut être mêlée à quelque chose qui la dépasse, mais elle n'a rien fait. Donc elle parle naturellement, elle répond à nos questions sans malice. Et elle nous dit, bon voilà, je dois vous dire quelque chose. Une fois on se promenait avec Tahar, près d'un chemin à Marly, et Tahar lui a eu un besoin pressant d'uriner. Il est parti dans le chemin un peu plus loin et il est revenu en me disant ouais, j'ai trouvé un sac avec dedans des photographies d'une jeune métissée. Il y a eu
Le domicile du couple est perquisitionné, mais aucune trace d'un passage de Marianne l'Histoire n'y est décelée. Karine, la compagne de Tahar Bourala, est immédiatement placée en garde à vue et emmenée dans les locaux de la PJ de Lille. Alors, Karine dresse un portrait de son compagnon assez sombre. On voit l'homme séduisant, assez à l'aise et plein d'assurance d'un côté. D'un autre côté, elle dépeint un conjoint violent, autoritaire, qui lui fait faire des choses, notamment dans des clubs libertins dans lesquels il l'avait emmené. C'était un garçon qui flambait, qui faisait le flambeur. Il avait plusieurs prénoms, on l'appelait pas Tahar en fait. Il était connu sous le prénom de Karim ou parfois même David. Il avait une sorte de double vie, de triple vie, s'inventait des choses. Une fois, il était grand restaurateur. Le lendemain, il avait plusieurs commerces. Enfin, voilà quoi. Karine revient ensuite sur le départ précipité de son compagnon pour l'Algérie. Déjà, ça nous a intrigués qu'il parte aussi précipitamment puisqu'il venait d'avoir une formation pour être cariste et c'était son 3e jour. Évidemment, le fait que sa maman soit souffrante au point qu'il est nécessaire qu'il aille en Algérie de toute urgence, on se rend compte qu'il est en train de s'inventer une histoire pour expliquer ce qui en fait n'est qu'une fuite. Et surtout, la jeune femme semble avoir des éléments concernant la disparition de Marianne l'Histoire. Ce qu'elle s'apprête à révéler pourrait bien bouleverser le cours des investigations. Quand on lui parle d'une disparition d'une jeune fille, on va lui montrer la photographie de Marianne l'Histoire, une jolie gamine de 18 ans, métissée, qui fait des belles photos de mannequinat parce qu'elle est très jolie. On voit qu'elle tique lors de l'audition sur cette photographie. Elle découvre à travers nos questions qui peut être mêlée à quelque chose qui la dépasse, mais elle n'a rien fait. Donc elle parle naturellement, elle répond à nos questions sans malice. Et elle nous dit, bon, voilà, je dois vous dire quelque chose. Une fois, on se promenait avec Tahar, près d'un chemin à Marly, et Tahar lui a eu un besoin pressant d'uriner. Il est parti dans le chemin un peu plus loin, et il est revenu en me disant, ouais, j'ai trouvé un sac avec dedans des photographies d'une jeune métissée. Il y a eu la carte d'identité d'une noire. Et en effet, c'est la photo de Marianne l'Histoire. Et à côté de la carte d'identité, il y avait le fameux plan dont avait parlé le chauffeur de bus que Marianne avait dans les mains juste avant sa disparition. Dans le sac à main, un téléphone portable est aussi retrouvé. La compagne de Tahar Bourala n'a pas donné suite en disant « Écoute, c'est pas nos affaires, laisse ce sac et viens ». Ils sont rentrés. Mais suite à cette audition, forcément, elle percute et elle nous dit « Bon, c'est peut-être le sac de cette jeune fille qui a disparu ». Alors, est-ce réellement les affaires de Marianne l'Histoire que Karine a eues entre les mains? Et si son compagnon l'avait menée tout droit jusqu'à l'endroit où la jeune femme a subitement disparu? Mardi 29 octobre 2002, jour 7, 153e heure d'enquête. Il est 17h15, quand les policiers lillois se transportent sur les lieux évoqués par la compagne de Tahar Bourala lors de sa garde à vue. On part avec elle. Sur ces indications, on va se rendre sur la commune de Marly, sur ce petit chemin carrossable qui s'étend après dans les champs, où il y a un petit cabanon. Et au fur et à mesure, on va découvrir dans un premier temps une petite culotte près du cabanon. On va trouver un sac où on découvre des documents qui sont au nom de Marianne l'Histoire, donc des papiers de mutuelle, des papiers relatifs à sa maman, et on trouve un plan. Quelques mètres plus loin, c'est une cruelle désillusion qui attend les enquêteurs. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on va découvrir sur les lieux? Le corps, déjà malheureusement en état de décomposition. On trouve effectivement le corps d'une jeune fille qui est méconnaissable puisqu'elle a passé 10 jours dehors, mais qui a la peau métissée, qui correspond au niveau des vêtements, aux vêtements que la jeune fille portait le jour de sa disparition. Le temps a fait son œuvre et il supporte des blessures par arme blanche assez importantes, assez profondes, et notamment à la gorge. Là, Tahar Bourala devient le suspect numéro 1 dans le meurtre de Marianne l'Histoire. Les lieux sont immédiatement gelés. Bon, il y a bien évidemment
des constatations criminelles qui sont faites sur place, avec les OPJ, la police technique et scientifique, pour relever des traces et indices sur la scène de crime. Il y a bien évidemment la présence du magistrat. Forcément, quand on a récupéré le sac et la tenue vestimentaire de Marianne L'Histoire, tout ça c'est parti au laboratoire de police. Un médecin légiste arrive également sur place. Les enquêteurs attendent beaucoup de ses conclusions. Le médecin légiste, dans ses constatations, parle de plusieurs coups de couteau, dit que Marianne a été égorgée, mais qu'elle n'aurait pas été violée. Oui, on peut penser que c'est quelqu'un qui a cédé à une pulsion d'ordre sexuel, qu'il est passé à l'acte sans être allé jusqu'au bout de cet acte. Puisque si le motif est d'ordre sexuel, les expertises par la suite n'établiront pas l'agression sexuelle. Face à son meurtrier, Marianne L'Histoire aurait tenté de se défendre. Il y a des marques sur ses mains et Marianne L'Histoire se serait vigoureusement défendue contre son agresseur. On comprend sur la scène le calvaire qu'a pu endurer cette jeune fille parce qu'il y a des blessures mortelles. Donc on imagine toute la violence de la scène. Et d'ailleurs, l'endroit isolé fait que malheureusement personne n'a pu entendre ses cris ou ses appels au secours. Là aussi, l'endroit est choisi pas par hasard. Les conclusions du légiste glacent chaque policier présent sur place. Car le mode opératoire fait étrangement penser à une autre affaire sur laquelle le service travaille depuis quelques semaines. Moi, je travaillais dans un groupe qui était en charge du dossier de Sophie Berkmans, une rhumatologue qui avait été égorgée. Forcément, on fait un lien et on se dit, bon, est-ce qu'on n'a pas affaire à un tueur en série? Là, c'est la stupéfaction. De mémoire, dans ma carrière à la brigade criminelle, des homicides perpétrés avec le même mode opératoire, si ce n'est qu'il y en a un qui va être à l'extérieur et l'autre à l'intérieur d'un domicile. Mais bon, néanmoins, le modus operandi du crime, c'est à l'arme blanche et une énorme violence. Dans un secteur géographique relativement réduit, c'est rarissime. Alors là, on en a deux. Alors que le corps de Marianne L'Histoire est transporté à l'Institut médico-légal de Valenciennes pour y être autopsié, les policiers décident de rentrer à la PJ pour faire un point. Jour 7, 157e heure d'enquête. De retour à la PJ de Lille, l'heure est au bilan pour les enquêteurs. Tous se posent la même question. Le meurtrier de Marianne L'Histoire est-il celui qui a tué Sophie Berkmans quelques semaines plus tôt? Frank Martins se souvient du moment où il a été appelé sur cette affaire. C'est mon premier jour. Et on apprend par le commissariat de Valenciennes de la découverte d'une femme qui exerce la profession de médecin, retrouvée égorgée à l'heure du midi dans son cabinet médical. Elle a été égorgée à l'aide d'une arme blanche, avec une extrême violence. Couteau qu'on ne retrouve pas sur place. Donc voilà, c'est pas une estafilade. Elle avait aucune chance de s'en sortir. Elle s'est littéralement vidée de son sang et elle a la jupe relevée et les collants, une paire de collants légèrement baissés. Sur Sophie Berkmans, on a très peu d'éléments. On a un ongle qui est dans la mare de sang où elle baigne. On fait des constatations, donc là on est clairement sur un homicide contre X. On cherche l'auteur. Il n'y a pas de pistes absolument évidentes qui nous conduisent à avoir un nom. 2 égorgements, 2 corps de femmes qui présentent des signes d'acharnement et qui sont retrouvés partiellement dénudés. Ça fait beaucoup de coïncidences pour 2 meurtres commis à quelques jours et quelques kilomètres de distance. Donc là, clairement, les policiers se disent qu'ils ont peut-être affaire à un tueur en série. L'intuition des enquêteurs est d'autant plus forte que le corps de Marianne L'Histoire a été découvert à seulement 4 km du cabinet de Sophie Berkmans. Depuis qu'on a ouvert cette enquête sur la disparition de Marianne L'Histoire et la découverte de son corps, on a en tête la précédente affaire sur Valenciennes qui date de 10 jours avant. On a fait tout de suite une association des 2 dossiers, Berkmans et L'Histoire, et forcément il y avait un tueur en série, un tueur qui égorgeait des femmes. Et la tentation, elle est évidente. C'est de dire on a le même auteur. On a un même auteur pour les 2. Alors là, se poser la question, est-ce qu'on n'a pas face à nous un serial killer? Et là, on
on se gratte la tête parce qu'on n'a aucun élément. En mettant en parallèle ces deux dossiers, les enquêteurs sont-ils sur la bonne piste? Une chose est sûre, il y a urgence à récolter de nouveaux indices afin d'en savoir plus. Mercredi 30 octobre 2002, jour 8, 170e heure d'enquête. Il est 10 h lorsque les lieux du crime sont passés au crible. Des dizaines de policiers sont mobilisés pour retrouver chaque indice laissé derrière lui par le meurtrier. On va avoir le concours de l'école de police de Roubaix qui va nous fournir 30 élèves gardiens de la paix. On va faire un ratissage minutieux et on va trouver une arme plantée dans la terre. Alors c'est une arme assez reconnaissable, elle a une inscription verte et une marque, Golden. C'était un couteau, disons, de boucher imposant. C'est un couteau compatible avec les lésions, avec les blessures qui ont été faites sur le corps de Marianne L'Histoire. La découverte de ce couteau vient renforcer l'intuition des enquêteurs concernant la culpabilité de Tahar Bourala. Lorsqu'on perquisitionne au domicile, on retrouve les couteaux qui sont semblables aux couteaux retrouvés sur la scène du crime. On va voir un présentoir où il y a 6 couteaux, où normalement il y a 6 couteaux et il en manque un. Et c'est la même marque, c'est la même, il y a le même trait vert, c'est la même marque. Là, le doute n'est plus permis. Ce couteau fait partie de cette batterie. À la PJ de Lille, une photo de ce couteau est présentée à Karine, toujours placée en garde à vue. Et elle nous dit que depuis quelque temps, ce couteau a disparu. Il y a un couteau qui a disparu, donc c'est forcément un autre indice qui doit la conduire à penser qu'elle vit avec quelqu'un qui a commis un acte extrêmement grave. Ce n'est pas le seul détail troublant révélé par la jeune femme aux enquêteurs. Elle nous dit aussi que le jour des faits, le jour de la disparition de Marianne L'Histoire, le 19 octobre, Tahar Bourala est revenu avec les chaussures sales. Il y avait de la terre, il avait son manteau qui était craqué et il a jeté son jean aux poubelles. Lorsque Tahar est revenu avec ce manteau déchiré, il a dit à sa compagne qu'il s'était battu dans un café. La Karine, elle est formelle, c'est dans un café de Valenciennes qui s'appelle le Café de Paris que cette bagarre a eu lieu. Alors que leur seul et unique suspect se trouve toujours en Algérie, les policiers lillois ne perdent pas une seconde et décident d'aller vérifier cette nouvelle information. Jour 8, 176e heure d'enquête. Il est un peu plus de 16 h quand Anne Priem et son équipe arrivent dans le centre-ville de Valenciennes. Nous nous sommes rendus donc au Café de Paris à Valenciennes qui nous a dit que jamais Tahar ne s'était battu, qu'il n'avait pas à sa connaissance à arracher non plus son vêtement accidentellement. Le témoin, il est sûr de lui, il le connaît bien, Tahar Bourala, il fréquente régulièrement son café. Non, ce jour-là, Tahar Bourala ne s'est pas battu, contrairement à ce que raconte sa compagne. En revanche, il avait entendu Tahar Bourala dire qu'il avait tué, en plaisantant, Marianne L'Histoire et Sophie Berkmans. Présent sur place, un serveur du café a lui aussi une information qui pourrait bien s'avérer déterminante pour la suite. On a aussi, lors de cette visite de café, vu un serveur qui a été formel en disant « Moi, j'ai vu Marianne L'Histoire et Tahar Bourala dans ce café ensemble à discuter ». Le serveur date cette rencontre du 11 octobre, soit 8 jours avant que Marianne ne disparaisse. C'est un petit bar où ils vont se rencontrer le 11 octobre. Et c'est d'ailleurs dans ce petit bar qu'il va lui remettre le fameux plan qu'on retrouvera dans le sac à main de la victime, où il aura expliqué comment se rendre au point de rendez-vous. Ce qui démontre, si besoin en était, toute la préméditation de son geste et la construction de son guet-apens. C'est glaçant en fait. On comprend que Marianne, elle est tombée dans un véritable piège. Ça fait écho au témoignage du chauffeur du bus qui racontait qu'il avait vu Marianne avec un plan entre les mains. Avec un témoin ayant vu la victime en compagnie du principal suspect. L'urgence est désormais d'entendre Tahar Bourala. Seulement, c'est impossible tant qu'il se trouve en Algérie. On a beaucoup de dossiers où nos criminels s'en vont, que ce soit en Algérie, au Maroc, enfin dans des pays étrangers où c'est plus compliqué de les récupérer. Là, en l'occurrence, quand il part en Algérie, on se dit qu'il ne reviendra pas. Une demande d'extradition, ça peut prendre du temps et il n'est absolument pas certain qu'elle aboutisse, absolument pas certain que l'Algérie accepte de livrer l'un de ses ressortissants. Et c'est frustrant parce que les policiers ont désormais la certitude qu'il est impliqué dans le meurtre de Marianne L'Histoire.
Jour 9, 203e heure d'enquête. Police judiciaire de Lille. En fin d'après-midi, les résultats des analyses ADN effectuées sur l'arme du crime tombent et créent la désillusion des enquêteurs. Sur ce couteau, il n'y a pas d'empreinte. Le couteau ayant séjourné plus de 10 jours dehors, on va malgré tout l'envoyer au laboratoire, mais nous ne trouverons ni traces papillaires, ni traces ADN, ni sang sur ce couteau. Les conditions météorologiques ont fait qu'il y a une déperdition au niveau de cette preuve. Au même moment, au standard de la PJ, un homme demande à entrer en contact avec l'équipe qui enquête sur le meurtre de Marianne L'Histoire. Et là, c'est la stupéfaction parce que cet homme indique être Tahar Bourala. Il appelle en disant « Je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai appris que vous me cherchiez dans le cadre de cette mort, de ce meurtre, etc. J'ai rien à voir là-dedans. » Donc on lui dit écoutez, si vous n'avez rien à voir, venez en discuter au service. Oui, je vais revenir, ma mère est malade. D'emblée, la policière a le sentiment que l'homme à l'autre bout du fil a une idée en tête. En fait, quand il appelle, il vient juste à la recherche d'informations, essayer de savoir ce qu'on a dans le dossier, savoir s'il est impliqué fortement, ce qu'on a pu retrouver. Il est inquiet, on sent une inquiétude. C'est pas du tout pour se dédouaner. La conversation dure quelques minutes, mais ce qui est intéressant, c'est que Tahar Bourala raccroche en jurant qu'il va revenir en France dans quelques semaines, le 29 novembre très exactement. Franchement, pour les policiers, il est difficile d'imaginer que Tahar Bourala va venir se jeter dans la gueule du loup de son plein gré. Personne n'était sûr de son retour, hein. C'était un espoir tant du juge d'instruction que des enquêteurs. Pour mettre le plus de chances de leur côté, les policiers vont tout miser sur la compagne de Tahar Bourala, Karine. On a joué sur le fait que sa compagne arrive à le convaincre, et l'Amadou aussi, en lui disant qu'on n'avait rien, puisque lui, il venait aussi à la pêche aux informations. Et le fait qu'elle lui dise « mais non, ils n'ont pas d'éléments ». Karine, elle continue en fait d'avoir régulièrement Tahar Bourala au téléphone. Elle est évidemment placée sur écoute. Il y a un lien qui perdure entre les deux. Elle a fait en sorte, lors de ces échanges, de le mettre en confiance afin qu'il revienne rapidement, s'expliquer, qu'elle soit tranquille et qu'elle puisse enfin tourner la page. Dans le cadre du dossier Marianne L'Histoire, un mandat d'arrêt est émis et change considérablement la donne pour les policiers lillois. En effet, il empêche les enquêteurs d'entendre leurs suspects. Seul le juge d'instruction pourra l'auditionner. Donc à partir du moment où il fait l'objet d'un mandat d'arrêt, nous serons en charge de l'arrêter, comme le mandat l'exige, et de le conduire devant le magistrat. Nous ne pourrons plus l'entendre dans le cadre de l'homicide de Marianne L'Histoire. Un mandat d'arrêt international empêche les officiers de police judiciaire, nous, à entendre le garde à vue et à recueillir ses déclarations. Donc c'est très handicapant. S'ils parviennent à faire revenir Tahar Bourala sur le territoire français, les enquêteurs lillois ne pourront l'entendre que sur le dossier concernant le meurtre de Sophie Berkmans. Donc le mandat d'arrêt nous empêche de parler de l'affaire L'Histoire, de lui poser des questions sur l'affaire L'Histoire. Mais nous, ayant quand même des doutes sur son implication dans le dossier Berkman, on veut l'entendre. La famille de la jeune femme est prévenue des avancées de l'enquête. Pour la famille de Marianne L'Histoire, naturellement, c'est effroyable. C'est effroyable pour X raisons. On a une situation qui est insupportable avec un mis en examen qui a pris la fuite, dont on ne sait pas s'il reviendra. On a un corps qui a été, j'allais dire, quasiment mutilé. C'est effectivement absolument abominable pour cette famille de perdre, j'allais dire, une enfant. Alors, Tahar Bourala va-t-il rentrer en France comme il l'a promis? Les enquêteurs le savent. Seule son arrestation permettra d'obtenir des réponses sur les meurtres de Sophie Berkmans et Marianne L'Histoire. Jour 38, 899e heure d'enquête. Aéroport d'Orly. Il est 19h lorsqu'un avion en provenance d'Alger arrive sur le tarmac. À son bord, Tahar Bourala. Là, c'est un petit miracle quand même pour les enquêteurs. Ils avaient du mal à y croire au retour de Tahar Bourala. Il est interpellé dès son retour dans l'aéroport. Il y a notamment la police de l'air et des frontières qui est là. Et bien évidemment, tout a été préparé pour son accueil, si j'ose dire. Étonnamment, l'homme semble d'emblée assez coopératif. Quand il arrive à l'aéroport, Tahar Bourala est dans une disposition qui consiste à dire je vais m'expliquer, il n'y a pas de problème, mais en niant son implication. Donc il n'est absolument pas quelqu'un de rebelle, il se laisse menotter, il se laisse embarquer, entre guillemets, voilà, il ne commet pas d'outrage ni de rébellion, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème.
Placé en garde à vue, Tahar Bourala est emmené à la police judiciaire de Lille pour y être entendu dans le cadre du dossier Sophie Berkmans. On ne peut l'interroger que sur l'homicide de Sophie Berkmans. Nous n'avons pas le droit, comme c'est la procédure, de lui poser des questions sur le meurtre de Marianne L'Histoire. Ce sera au magistrat instructeur de le faire. Et donc, il est placé en garde à vue dans nos services, effectivement. Anne Priem a très vite un mauvais pressentiment concernant le suspect. C'est quelqu'un qui imbue de sa personne, c'est un narcissique, c'est un individu détestable en garde à vue. Il est sûr de lui, il nous a pris de haut. Enfin, franchement, c'était assez consternant. Interrogé sur le meurtre de Sophie Berkmans, Tahar Bourala clame son innocence avec véhémence. Nous, on n'est pas des psychologues. On est là pour poser des questions et enregistrer les réponses. Donc on a toute une liste de questions sur l'homicide de Sophie Berkmans. C'est déjà où étiez-vous, que faisiez-vous à telle heure, etc. Alors on ne met pas la lampe comme ça dans les yeux, on pose les questions de manière très civile et on attend des réponses. Et là, la phase d'interrogatoire, ça va durer toute la nuit quasiment. Voilà. Comme on dit dans notre jargon, ça commence mal. On est tombé sur un individu complètement narcissique qui commençait à parler à son épaule avec un personnage imaginaire. En l'espèce, je pense qu'il feignait un peu la folie. Il était assez abject comme individu. Lors de la garde à vue, il s'emportait, il était énervé. Tahar Bourala est formel. Il n'a pas tué Sophie Berkmans et a d'ailleurs un alibi solide pour le jour du meurtre. Quand on fait son emploi du temps, on se rend compte qu'à 11h45, il est dans une agence pour assurer les voitures de sa compagne, qu'à 12h30, il est chez ses beaux-parents qui l'exècrent, qui ne peuvent pas le supporter, donc qui n'auraient jamais donné un emploi du temps ou un alibi à ce garçon s'il n'avait pas été présent chez eux ce jour-là, le 7 octobre. Alors là, la tension est à son comble à la brigade criminelle. Et tout de suite, il va nous dire « j'ai rien à voir, moi, dans Berkmans, l'histoire, ok, mais Berkmans, rien à voir ». Et finalement, il va se passer un revirement incroyable, c'est qu'il va se mettre à avouer le crime de Marianne, sur lequel on ne peut pas l'entendre. En nous jurant sur tous les dieux de la planète que, par contre, c'est pas lui pour Sophie. Et il avoue alors que les enquêteurs ne lui posent des questions que sur Sophie Berkmans, pas sur Marianne L'Histoire, puisqu'ils n'en ont pas le droit. Aucun de ces policiers aguerris ne s'attendait à ce que leur homme fournisse ses aveux aussi facilement. Ayant conscience qu'ils n'ont pas le droit de l'interroger au sujet de Marianne L'Histoire, ils décident d'arrêter la garde à vue et de présenter Tahar Bourala à la juge d'instruction. Dimanche 1er décembre 2002, jour 40, 937e heure d'enquête. Palais de justice de Lille. Il est 9h quand Tahar Bourala arrive dans le bureau de la juge d'instruction. Bourala, qui a concédé pendant sa garde à vue sur le dossier Berkmans que oui, ok, Marianne L'Histoire, c'est lui, mais Berkmans, rien à voir. Devant la juge d'instruction, il se rétracte complètement. Il nie tout, il nie jusqu'à avoir contacté des jeunes filles qui passaient des annonces pour du babysitting. La seule chose qu'il reconnaît en fait, c'est que oui, c'est bien son couteau qui a été retrouvé à proximité du corps de Marianne L'Histoire, mais ce couteau, en fait, il l'avait abandonné là des semaines auparavant, dit-il. Cette rétractation du suspect face à la magistrate est une immense frustration pour les policiers en charge du dossier Marianne L'Histoire. Les auditions les magistrats sont très bien, ils sont formés aussi aux auditions, mais c'est pas pareil quand vous êtes dans une audition d'1h30, 2h, 3h, 4h, que quand vous êtes en garde à vue, que vous allez dormir dans les geôles, que vous allez entendre des cris des uns des autres dans les geôles, que vous êtes vraiment privé de votre liberté, et moralement, c'est plus dur. Et parfois, l'auteur de faits même très graves, ça nous arrive régulièrement où il va craquer soit pour soulager sa conscience ou soit parce qu'il comprend qu'il est piégé. Bien que Tahar Bourala nie désormais toute implication dans le meurtre de Marianne L'Histoire, la juge d'instruction lui signifie sa mise en examen pour l'assassinat de l'étudiante. On est là pour mettre cette personne hors d'état de nuire et de donner justice parce que c'est la seule chose qu'on peut donner à la famille. La famille, elle veut des réponses, elle veut savoir comment elle est morte, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a dit, les derniers mots. Et des fois, quand on n'a pas les réponses, on est frustré, on les sent mal et on ne peut rien faire, on est impuissant. Voilà, il ne veut pas parler, il ne veut pas parler. Le silence de Tahar Bourala ne met pas à mal la conviction des enquêteurs au sujet du meurtre de Marianne L'Histoire. Il ne leur reste à répondre qu'à une question.
Quel stratagème l'homme a-t-il mis en place pour piéger sa victime? La stratégie était simple, consistait à repérer des petites annonces postées par des jeunes filles, surtout sur des petits jobs un peu semblables, du babysitting, des cours. Et donc l'idée c'était de se construire un personnage pour attirer les jeunes filles. Donc on peut imaginer que s'il prenait une petite annonce d'une jeune fille pour faire du babysitting, sachant qu'il n'avait pas de gosse, c'était quand même dans un autre but, quoi. Donc il s'était construit tout un personnage. Et Marianne, elle a sans doute cru à ce personnage. On peut supposer qu'il a vu l'annonce de Marianne, qui cherchait donc un petit boulot. Il l'a fait venir au café de Valenciennes où ils se sont rencontrés, il lui a fait miroiter du babysitting et puis ils ont convenu d'un rendez-vous quelques jours plus tard, cette fois-ci à son domicile. Et là, le piège s'est refermé sur Marianne L'Histoire. Elle était seule, elle était donc une proie parfaite. On va comprendre que la pauvre Marianne L'Histoire, c'est peut-être parce qu'elle était toute seule qu'elle a été assassinée. L'enquête va démontrer que beaucoup de jeunes filles sont passées très près d'un sort semblable, peut-être. Parce que là, une était avec une amie, l'autre était avec un gars, l'autre était avec un petit copain. 40 jours auront été nécessaires aux enquêteurs lillois pour retrouver le meurtrier de Marianne L'Histoire. Une affaire qui a durablement marqué les esprits de la PJ lilloise. C'est un des premiers dossiers qu'on a traité avec Franck Martins. J'oublierai jamais ce dossier non plus parce qu'il fait partie des premiers dossiers criminels qu'on a pu sortir ensemble. Ça marque pas en tant que policier, ça marque en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et ça marque aussi parce que je venais d'arriver à la brigade criminelle. On venait de... 15 jours plus tôt, on était sur Sophie Berkmans. Après, on est sur Marianne. Et là, c'est extrêmement traumatisant, ce qu'on voit, le rapport aux familles. Là, on est plongé dans un univers qui est très glauque, très noir, très sombre, empreint de malheur. Enfin, c'est terrible. La cour d'assises du Nord a condamné Tahar Bourala à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans pour le meurtre de Marianne L'Histoire. Il n'a pas fait appel. En 2008, à la suite d'une plainte pour une dégradation de véhicule, les policiers lillois remontent jusqu'au meurtrier de Sophie Berkmans. Il s'appelle Mohamed Medjahed et est âgé de 52 ans. Son ADN correspond au morceau d'ongle retrouvé sur la scène de crime. En 2011, 9 ans après le meurtre de Sophie Berkmans, ce marginal est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans.